On va débuter. On va débuter. Alors, en propos introductif, merci à vous tous d'être présents pour notre premier webinaire. Je crois qu'on dit comme ça. Pour notre premier webinaire, vous le savez, Bobdesk, on est éditeur d'une solution de GMAO et parce qu'on fait ça, on est en contact donc avec nos clients, avec un écosystème, avec l'écosystème de la maintenance globalement, que la majeure partie de nos clients sont des enseignes dans le retail. Et on s'est dit que ce serait intéressant de commencer avec une première présentation généraliste, nous permettant de vous partager tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris. Alors, tout ce qu'on sait, c'est Bobdesk, mais c'est aussi les participants à ce webinaire, que sont Karim Moumedienne, qui nous fait du coup l'honneur de participer. Karim, je te laisse me présenter, c'est ça? Ouais, donc yes. Karim Boumedienne, donc je fais partie du groupe BNP Paribas. Donc c'est bien le groupe, hein, c'est pas la filiale REPM qu'on connaît tous. Et je suis en charge effectivement de l'exploitation, de la digitalisation de l'ensemble des énergies du groupe et aussi de tout le volet RSE du groupe BNP Paribas sur le volet immobilier. Voilà. Merci Karim. Et on est donc avec aussi Jean-Baptiste Robinet. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis directeur du développement commercial et marketing pour la société Record, donc tout ce qui est porte automatique, ouvrant automatisé. Et ça fait 15 ans que je suis dans le retail et j'ai eu la traîtrise, entre guillemets, de passer 3 ans à la direction achat Europe de chez Carrefour sur les achats indirects, donc tout ce qui est équipement. Et c'est pour ça que je vais essayer de vous partager quelques petits sujets sur la maintenance. Voilà. L'objectif, c'est donc de vous partager 10 points directement activables. Karim, si tu peux couper ton micro. Excuse-moi. Ouais. Merci, pas de souci. L'objectif, c'est de vous partager 10 points activables, de générer des pistes de réflexion et d'action de votre côté. Tout ce qu'on va vous présenter n'est pas forcément applicable. Néanmoins, on a essayé d'appliquer ou de vous recommander des axes qui, dans les grandes lignes, seront applicables à tous. Ça va évidemment dépendre de votre taille, mais vous pourrez à coup sûr profiter d'une majeure partie de tout ce qui est présenté. Présentation en 5 parties, une introduction qu'on est en train de faire, puis Karim prendra la main pour vous présenter 3 points, de même pour Jean-Baptiste, et je conclurai la présentation. Et en conclusion, on vous dira quelques mots. Si vous avez des réactions à ce moment-là ou des questions, vous n'hésitez pas à prendre le micro. Karim, écoute, je te passe la main. Là, on m'entend? Ouais, c'est bon, le micro mis. Tout bon. Donc, je vais vous expliquer un peu comment on fonctionne et comment j'ai travaillé. C'est depuis 2005 que je mets en place des contrats multiservices, à la fois en France et dans le monde entier. Et donc, chaque pays a ses traditions et sa façon de travailler. En France, je vais plus me concentrer un peu sur la France, où on a commencé à mettre un contrat multiservice. En 2007, on a été les premiers et on a pensé avoir trouvé la potion magique en mettant un contrat et en donnant ça à des prestataires. On était à plus de 100 000 demandes d'intervention par an pour l'ensemble du périmètre France. Et on s'est vite ravisé, on a mis un contrat multi-technique. Donc la différence entre un contrat multiservice et multi-technique, c'est dans le multiservice, il y avait le nettoyage et dans le multi-technique, il y avait uniquement la technique. On s'est rapidement aperçu que le contrat multiservice, il n'y avait aucune plus-value, sauf celle du prestataire de prendre une marge de l'ordre de 12 à 15% sur les contrats de nettoyage. Déjà qu'un contrat de nettoyage, c'est assez cher. Et donc, on a décidé en 2010 de séparer en fait à la fois la prestation nettoyage et la prestation technique et d'avoir 2 prestataires différents. Donc, sur ces 2200 agences, on a mis un contrat. Donc, parler de ratio, oui, on a des ratios. Donc, si on veut acheter un prix, oui, c'est à peu près de 12 € du mètre carré.
si vous avez une idée de prix. Pour les gros immeubles, c'est un peu plus élevé, c'est 18 €. Mais tout dépend aussi du prestataire que vous mettez en place. Vous avez des prestataires monotechniques, des petites entreprises, des petites PME, ça sera peut-être un peu moins cher ou peut-être un peu plus cher, ça dépend. Mais dans des grandes entreprises, style Vinci, SPI, Engie, etc., c'est beaucoup plus compliqué le site diffus parce qu'ils ne sont pas postés. Et donc, c'est ce qu'on appelle un effet de mutualisation de coûts. Et il faut qu'ils aient beaucoup de clients pour qu'ils puissent mutualiser leurs coûts. Pour ce faire, donc, partez sur un ratio à peu près de 12 à 13 € du mètre carré et un forfait qui comprend un forfait à peu près de 200 € de main-d'œuvre, de pièces, main-d'œuvre comprise. Après, je ne vais pas vous parler de niveau de maintenance, etc., parce que c'est trop contractuel. Et on dit qu'un contrat est bien capé quand il arrive à peu près à 12% de hors forfait. C'est à peu près ça qu'il faut retenir. Nos contrats. Alors, c'est quoi un contrat? On peut dire un contrat, c'est un contrat où on dit je ne veux pas avoir de problème. Non, un contrat, c'est pas un contrat où on dit qu'il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas. J'ai jamais vu de contrat, il n'y a pas de problème. La notion de pilotage est importante. Donc, on met un contrat à nous dans nos agences déjà, pour allonger la durée de vie résiduelle en fait, de l'ensemble de nos équipements pour éviter de les changer tous les 4 matins. Et également pour assurer l'ensemble de dépannage, ce qu'on appelle nous la bobologie. Et le point fondamental, c'est et la partie, on va dire, régalienne, c'est plus respecter les obligations réglementaires. Hein. Dans les points de vente, alors moi, je travaille également dans les points de vente, mais je travaille également sur ce qu'on appelle les gros immeubles, le gros paquebot, on en a une centaine. Ça représente aussi 1 million de mètres carrés. On a des grosses contraintes réglementaires qui sont liées aux établissements recevant du public, hein, les ERP, et on a également des IGH. Et donc, on est obligé d'avoir ces contraintes. Le Covid a remonté en plus certaines contraintes liées au débit d'air neuf. Et donc, pour ce faire, on met un point d'honneur à respecter en fait ces obligations réglementaires avant toute chose. Hein. Un contrat qui est bien conçu est un contrat qui met ses obligations réglementaires au-dessus de tout. Parce que si au bout d'un moment, vous avez l'inspection du travail qui vous tombe dessus ou autre, ou les instances réglementaires, on doit être nickel sur ce point. Voilà. Pour chaque contrat qu'on a mis en place, on a vu qu'il y avait un point qui était un élément essentiel, c'était déjà le recensement des équipements. Et donc, on ne recense pas n'importe quel équipement. Vous pouvez faire une liste à la Prévert, compter le nombre de porte-manteaux ou de bateaux de toilettes, excusez-moi. Je ne sais pas si c'est important. On a mis vraiment les équipements essentiels, déjà les équipements qui sont soumis à une obligation réglementaire et les équipements qui sont importants. Donc les groupes froids, les disconnecteurs, les chaudières, ça c'était vraiment pour avoir un périmètre assez précis sur l'ensemble des équipements. Et donc, ce qui est important, ce qu'il ne faut pas se louper en fait dans ce type de contrat, c'est ce qu'on appelle l'état des lieux, l'audit de prise en charge. On part du principe qu'un bon contrat, il doit avoir un bon état des lieux et on paye généralement dans nos contrats, on met en fait un audit de prise en charge qu'on rémunère, en fait, qu'on paye une fois qu'il est réalisé. Parce que si vous parlez d'audit de prise en charge et vous dites à votre prestataire, vous nous fournirez l'audit de prise en charge, il y a de grandes chances que vous courez après l'audit de prise en charge. Mais quand on vous lui dit, on vous paiera l'audit de prise en charge, qui est de l'ordre d'à peu près de 250 € par agence et par point de vente, il y a de grandes chances qu'ils vous le remettent de manière pragmatique pour être payé. Voilà, ça c'était un point important. Une fois qu'en fait on met, nous, cet audit de prise en charge et qu'il a été remonté et vous avez l'ensemble des points relatifs à des investissements qui sont liés, les BES, les blocs autonomes de secours, les climatisations. Vous imaginez bien qu'un prestataire ne va pas prendre en compte une climatisation qui est déjà en panne. Il faut partir sur un contrat sain. Il faut déjà la réparer avant qu'il intervienne dessus. Donc, on met tout en place un système de synthèse et de remontée de données pour pouvoir mettre en place une relation saine entre le prestataire et nous avant toute demande d'intervention. Une fois que ça c'est fait, la première chose à faire dans un contrat, c'est d'envoyer, c'est déjà de lire les KPI. Donc les KPI, c'est quoi? C'est les demandes d'intervention. Alors généralement,
les demandes d'intervention en climatisation, c'est j'ai une panne, je déclare une panne le matin. Faut que l'après-midi, il y ait un prestataire qui arrive, ou si je la déclare l'après-midi, il faut que le lendemain, il vienne. Donc, et ça dépend le type de panne. Donc, on a vraiment cataloguisé, on va dire, excusez-moi le mot, je ne sais pas si c'est bon, chaque type de panne en fonction de leur criticité. Et je mets un point d'honneur à mettre tout de suite en fait, des pénalités une fois que le contrat démarre, parce que ça permet de montrer notre sérieux et d'éviter toute discussion. Parce que plus on discute sur un contrat, moins bien ça se passe. Donc voilà. Et on est parti un peu comme les impôts, où comme on grille un radar, on paye déjà l'amende et on discute après. Ça nous permet de gagner tous du temps et d'éviter de griller le feu rouge en fait. Voilà. La notion de coût, je l'ai abordé. Il n'y a pas de coût, j'ai envie de dire, il n'y a pas de. Les coûts, on a à peu près sur une agence de 300 mètres carrés de 12 euros du mètre carré. Sur un gros immeuble, c'est de l'ordre de 19 à 21 euros du mètre carré. Quand je parle, alors vous me direz hors taxe ou TTC, je dirais hors taxe plus ou moins 20%. Ou TTC, plus ou moins 20%. C'est des prix moyens qu'on peut retrouver sur l'OCDE, sur l'ARCEG, voilà, c'est des prix qu'on pratique. Et on n'est pas loin du compte parce qu'on s'aperçoit que généralement, un technicien intervient 2 fois dans une agence par an, par mois. On imagine qu'un technicien, son déplacement est de 75 euros, qu'il est payé 50 euros de l'heure. S'il reste 2 heures ou 3 heures, bon, on a imaginé notre contrat comme ça et on part sur une forfaitisation à peu près de 2,50 € à peu près du mètre carré en termes de pièces et main-d'œuvre. Généralement, c'est un contrat qui est plutôt bien capé, et qui aujourd'hui remplit à peu près nos ambitions et que ça se passe plutôt bien. En termes d'énergie, je dirais que c'est une partie prépondérante du contrat, hein. Aujourd'hui, on sort d'une période assez compliquée, la période Covid. Il y a des lois qui se mettent en place, des décrets, hein, le décret tertiaire, qui avant ça s'appelait le décret travaux, ben, ils l'ont changé, ils l'ont appelé maintenant le décret tertiaire, qui vise à avoir les économies d'énergie à horizon 2030 de moins 40%, de moins 30, moins 40, moins 50% jusqu'à 2050. Donc, on a des contraintes. Et donc là, on demande à notre prestataire de s'impliquer fortement, en fait, dans ce sujet, de nous accompagner. C'est un sujet assez complexe, hein, parce que quand on dit qu'on va faire des économies d'énergie alors qu'on rentre dans une agence, on a un rideau d'air chaud qui souffle et qui réchauffe le trottoir, c'est assez complexe. Donc déjà, on part du principe que les économies d'énergie en termes de quick win, c'est de l'ordre de 10 à 15%. Quand je dis quick win, c'est simplement le réglage des installations. Donc c'est pour ça que je mets toujours un point d'honneur sur l'audit de prise en charge. On met en place en fait une sorte de plan de mesure et de vérification pour chaque agence et chaque point de vente pour savoir les réglages les réglages idéaux pour avoir les économies escomptées. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on détermine en fait vraiment tous les points de consigne, etc. Même si c'est pas une règle. Si vous êtes assis au milieu d'une agence, assis à côté d'une fenêtre, il y a de grandes chances que vous ne ressentiez pas la même température. Donc, on travaille avec nos prestataires sur ce sujet-là et on décorrèle toutes les réunions, parce qu'on a des réunions de manière mensuelle avec lui, on décorrèle automatiquement la maintenance et les énergies. Pourquoi? Parce qu'il y a de grandes chances que la maintenance prenne le pas sur les énergies, parce qu'on rencontre tellement de problèmes sur la maintenance qu'il y a de grandes chances que les énergies passent après. Il nous reste plus de 10 ou 5 minutes pour aborder les énergies. Et donc, on a souhaité vraiment décorréler ces deux réunions. Faire une première réunion sur la maintenance, hein, on fait de l'ordre une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois, c'est en fonction des différentes régions qu'on a mis en place. Et la même réunion sur les énergies tous les trimestres, parce que faire une réunion tous les mois sur les énergies, je ne sais pas si ça a du sens. D'ailleurs, la tarification fait que des fois, on n'a pas un relevé direct. Et on préfère travailler tous les trimestres pour savoir et de se fixer des objectifs. Ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs sur les énergies. Et ça, c'est vraiment aussi un point d'honneur qu'on souhaite mettre en place. Donc, c'est de l'ordre de 10 à 15% avec chaque prestataire sur nos parcs d'agence. Karim, juste, je t'interromps. Sur les énergies, vous faites, vous gérez ça en direct avec le prestataire. Est-ce que vous êtes accompagné par des cabinets ou vous avez les prestataires de
d'une taille suffisante et du coup, ils intègrent ça dans les prestations qu'ils vous proposent? Non, alors, moi, j'ai la chance, alors je sais que toutes les structures n'ont pas cette chance. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe d'ingénieurs énergéticiens. Donc, c'est nous qui accompagnons ce qu'on appelle les clients internes chez nous, ce qu'on a, tout ce qui est retail. On s'aperçoit rapidement que quand on demande à des entreprises de travailler, en fait, ou des consultants extérieurs, c'est toujours la même chose, changer les fenêtres, changer les murs, changer le toit, changer l'agence peut-être, je ne sais pas. Mais c'est toujours des choses qu'on paye gratuitement, je trouve. Donc, aujourd'hui, on analyse, nous, nos courbes, quand on a des courbes, et on voit vraiment comment on peut optimiser, en fait, toutes nos énergies, en lien étroit avec le prestataire. On n'attend rien du prestataire sur ce sujet-là, parce que souvent, on a des profils qui interviennent sur les multiservices, on a des profils assez juniors, hein, parce qu'aujourd'hui, les prix sont bas. Et donc, un technicien, c'est payé de l'ordre de 2 000 € brut. Il ne faut pas s'attendre à un ingénieur. Et toutes les entreprises ont des ingénieurs énergéticiens. Mais vous doutez bien qu'ils sont pris par tous les clients et qu'ils n'ont pas le temps de se concentrer sur nos dossiers. Donc, on a fait le choix, nous, d'accompagner nos prestataires et d'accompagner nos clients internes avec nos propres ingénieurs. On dispose d'une plateforme, hein, voilà, où on remonte nos différents et on leur donne les pistes d'économie d'énergie. Donc, la première piste, c'était clairement les rideaux d'air chaud où on a travaillé. Donc là, je vois qu'il y a Record avec nous et je sais qu'on a beaucoup de porte Record d'ailleurs. Et on essaie de travailler sur ce sujet pour pouvoir apporter des solutions avec du bon sens. Réchauffer la rue, pour moi, c'est pas du bon sens. Mais bon, c'est compliqué, hein, les rideaux d'air chaud et les portes automatiques. Voilà que je sais pas si j'ai d'autres choses à raconter. Oui, alors intégrer un instinct, créer des partenariats, solutions. Alors aujourd'hui, en 2007, c'était un marché qui était vraiment qui était émergent. Et on a travaillé aujourd'hui avec des prestataires historiques, hein, qui étaient Engie, SPI, Vinci, etc. Moi, ce qui m'a intrigué tout de suite, c'est oui, ils sont plutôt bons dans ce qu'on a la partie régalienne, le préventif et la partie réglementaire. Par contre, sur la partie dépannage, on rencontrait certaines difficultés. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai connu Hamza, j'ai voulu ubériser en fait à une époque, je sais plus, ça remonte à combien de temps Hamza, ça? Ça doit faire 5 ans Ouais, maintenant. 5 ans, j'ai trouvé ça, je me dis: «Putain, elle est plutôt pas mal cette idée» et au lieu de travailler en B2C, ce serait intéressant de travailler en B2B et parce qu'il y a toujours cette relation de proximité en fait avec le prestataire. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des régions parisiennes. Vas-y? Juste Karim, je t'interromps pour donner un peu de contexte. Ouais. Karim nous a trouvé sur, il a fait ses recherches, donc il est tombé sur Bob Dépannage et on a lancé en partenariat avec Vinci on a pris en fait sur l'Île-de-France pendant une période des interventions dans le cadre d'un POC et donc Bob Dépannage a réalisé pour Vinci, mais pour client final BNP Paribas, des interventions et c'est ainsi qu'on a connu Karim. Voilà, c'est Voilà, pour vous donner un peu c'est de ça. contexte. Tu as bien résumé les choses. Donc je me suis dit, en fait, un prestataire, la difficulté, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment cette notion de proximité vis-à-vis du dépannage. Quand il est de l'autre côté de Paris, alors, voilà, de l'autre côté de Paris, quand il est à Porte de Bercy et qu'il doit intervenir à Porte de Clichy, c'est toujours assez compliqué. On s'est dit: «Mais comment on peut améliorer cette notion en fait de proximité?» Cette idée m'était venue à l'esprit, mais même d'ailleurs pour d'autres régions, à Marseille, à Lyon, ou parfois à Lyon, par exemple, je disais à Annecy, comment le mec d'Annecy peut intervenir s'il est appelé après à Lyon. Et il y avait également cette notion, alors j'appelle ça de la méritologie ou de la digitalisation de méritologie. Ça veut dire que je m'étais inspiré en fait de Amazon, même si on sait que la plupart des étoiles sont, c'est un peu, c'est un peu du faux, du fake. Mais noter un prestataire, c'est super intéressant. Et un prestataire qui revient et qui fait bien son travail, et on a envie de le retrouver. Aujourd'hui, en fait, quand on se retrouve avec des Vinci, des SPI, bah, quand vous avez signé pendant 3 ans avec eux et qu'ils sont mauvais, bah, vous restez 3 ans avec eux, quoi. Et cette idée, pour moi, est toujours d'actualité. Et c'est pour ça que je pense que c'est innovant de pouvoir un peu diversifier l'ensemble
ces prestataires en termes de dépannage. Bon, la partie régalienne, c'est toujours hyper compliqué hein, de demander à un prestataire du coin de changer les filtres ou de faire, de contrôler une étanchéité de flux de frigo. Donc, on la laisse à des mastodons. Mais tout ce qui est parti la bobologie, je pense que c'est intéressant. Et donc, Karim, désolé, oui. je t'interromps, il ne va pas te rester beaucoup de temps. Ouais, bah, ça va alors. Il va falloir qu'on passe le micro. J'avais plus rien à dire, voilà. Ok, bon, désolé. Je t'en prie. Merci, je te passe. Enfin, ouais, j'ai ce rôle de maître du temps, du coup. Non, mais c'est super. Jean-Baptiste, à toi. Oui. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Alors, moi, ma démarche, elle est plus d'essayer de partager les quelques éléments principaux que j'ai pu toucher du doigt et apprendre dans mon expérience vraiment retail et plutôt côté achat, relation direction achat, direction technique au sein d'un gros groupe retailer. Et il y avait quelque chose qui revenait assez régulièrement, c'est la conception du coût global, ce qu'on appelle en anglais le TCO, pour celles qui manipulent ce terme régulièrement, le Total Cost of Ownership. Et donc, très souvent, vous allez avoir on va dire, une grosse difficulté de trouver un juste équilibre, comme je le dis là, entre la décision achat et le besoin technique. Et ça, on a souvent opposé la direction achat à la direction technique, alors que clairement, je pense que c'est le meilleur équilibre, mais en même temps le plus difficile à trouver pour pouvoir faire le meilleur achat. Pourquoi la direction achat va plutôt avoir une démarche gain qui est une démarche positive hein, pour l'entreprise, et puis la démarche technique va être plutôt sur on va dire la prescription et le cahier des charges correspondant le plus possible aux besoins d'atteindre un niveau de qualité. Bon. Donc, dans ce pensée coût global de détention, il faut effectivement inclure le prix d'achat, hein, il faut inclure le coût d'usage, c'est le coût d'utilisation de la durée de vie. Les coûts indirects, comme vous pouvez les trouver là, donc c'est la qualité, qu'est-ce que génère comme tâches administratives complémentaires, etc. Puis ensuite, vous avez les frais de cycle de vie. Ça va être vraiment la durée de vie comme dans une voiture, l'entretien, les dépannages, les taux de panne, et potentiellement aussi le coût de recyclage en fin de vie de votre actif. Et puis tout un tas de coûts cachés potentiels qui sont soit du côté du fournisseur, soit du côté de l'exploitant. Donc, vraiment, je pense que la meilleure équipe pour décider d'un investissement et d'un achat, c'est vraiment la collaboration claire entre les attaquants que sont la direction achat et les défenseurs que sont la direction technique pour faire, on va dire, la meilleure équipe sur le penser coût global. Voilà, ça c'est la première chose, vraiment le penser coût global plutôt que uniquement penser cahier des charges techniques optimal ou uniquement penser prix d'achat lors de l'appel d'offres. Et vraiment, c'est la totalité qu'il faut régulièrement remettre en cause pour pouvoir comprendre ce que l'on achète, mais aussi l'impact sur l'entreprise. Ça nous permet d'aborder une chose importante qui est le cycle de vie des actifs. Donc, dans le penser coût global, on raisonne par cycle de vie de l'actif. Donc, c'est le petit idéogramme qu'on vous a présenté là, c'est la définition des exigences, la planification des actifs, donc ça, c'est le plan pluriannuel d'investissement, l'acquisition ou la création de l'actif, l'opération de maintenance durant la vie, la surveillance, ça peut être le contrôle technique, etc. Puis, se mettre dans l'étape anticiper le renouvellement ou la réhabilitation. Si vous avez pensé dans l'acte d'achat en tant que coût total, vous avez forcément pensé sortie de cet actif, de votre patrimoine, et donc vous avez forcément anticipé ce coût. Alors, quand je dis forcément anticipé, on voit bien que, par exemple, je prends l'énergie nucléaire, le coût du kilowattheure ne prenait pas l'impact du démontage de l'ensemble des centrales nucléaires, c'était une erreur.
il faut éviter de faire cette erreur-là. Il faut, quand vous installez un ascenseur, une benne à déchets, une porte automatique ou quoi que ce soit d'autre, il faut penser aussi son coût de démantèlement. Et dans le coût de démantèlement, il y a aussi potentiellement ce que peut rapporter cet actif lorsque vous vous en séparez, si vous en faites une cession. Bon, donc l'acquisition, c'est le prix d'achat, et puis le coût de détention, c'est l'ensemble des étapes jusqu'à la sortie de l'actif. J'ai pris un exemple simple, c'est la porte automatique. Grosso modo, la durée de vie moyenne d'une porte automatique, c'est 10 à 12 ans. C'est ce que viennent prendre comme durée d'amortissement nos financiers pour dire j'achète une porte 4 000 €, elle va durer 10 ans. En gros, elle me coûte 400 € par an d'amortissement. Bon, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait comme choix au niveau, on va dire, coût de détention pour l'optimiser au mieux? Et là, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut raisonner en fonction de la durée de vie de cet actif et des étapes de vie de l'actif. Quand vous avez acheté un matériel neuf que vous l'avez installé, en règle générale, vous avez entre 0 et 2 ans de vie, vous avez la durée de garantie. Le contrat qui est préférable de mettre en place lors de cette étape, des 2 premières années, c'est un contrat minimal. Vous êtes sous garantie. Par contre, attention, la garantie n'est pas égale à l'entretien. Donc, vous avez un actif qu'il faut entretenir, que ce soit de l'obligation légale, réglementaire, ou que ce soit pour entretenir correctement votre actif. Dans les 0 à 2 ans, il faut faire un entretien minimal. Ne pas inclure les pièces détachées, ne pas inclure la main-d'œuvre parce que la garantie est incluse. Ensuite, l'idéal, et je dis bien l'idéal parce qu'on se rend bien compte qu'il est difficile de faire moduler son type de contrat au fil de la durée de vie de son actif, de son équipement, mais l'idéal, c'est d'essayer de modifier, en fonction de la durée de vie de son équipement, de modifier le type de contrat de maintenance. L'idéal, ce serait de passer sur un contrat qui inclut les dépannages ou qui inclut les dépannages et les pièces détachées. Comme ça, vous maîtrisez au mieux vos OPEX, d'accord, entre guillemets, la responsabilité de la maintenance, l'engagement de résultat est du côté du prestataire. Donc, plus facile à piloter en termes de coût global. Il n'y a pas de main-d'œuvre à dépenser, il n'y a pas de pièces à dépenser, etc. Tout est inclus. Et puis, lorsque vous êtes sur la durée de vie finale de votre actif, après 10 à 12 ans, en règle générale, pour l'exemple que l'on a pris aujourd'hui, il faut se poser la question de déjà poser la question de remplacer cet actif. Hein. Il faut être prêt à le remplacer parce que dès que on avait pris l'exemple de 4 000 € pour une porte automatique, soit un coût annuel CAPEX de 400 € par an, si votre coût, à partir de 10 ans, vous venez à remplacer des pièces, à faire des dépannages qui vous coûtent plus de 400 € par an, il faut se poser la question de remplacer l'actif et de repartir sur un équipement neuf qui va vous coûter moins cher en maintenance. Et donc ça se travaille pour le coup avec votre partenaire, votre prestataire. En tout cas, nous, ce qu'on a mis en place au niveau des grands comptes, c'est ce que l'on appelle pour piloter ces étapes et les actifs des clients. Ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle le bilan de patrimoine. Donc, le bilan de patrimoine, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que l'on construit ensemble, et je pourrais malheureusement pas vous le présenter puisque aujourd'hui, mais je serai à votre disposition pour vous envoyer un document type de ces bilans de patrimoine. Tout simplement, je ne peux pas vous le présenter là, c'est que sont présents certains des confrères et néanmoins concurrents aujourd'hui. Donc, je ne pourrais pas vous le présenter maintenant, mais je serai à votre disposition pour échanger ultérieurement. Mais en gros, l'objectif de ce bilan de patrimoine, c'est de présenter l'état de nos engagements contractuels en toute transparence, c'est-à-dire voilà là où on est bon, voilà là où on doit s'améliorer. Ensuite, de se dire, de donner de la visibilité à vous, exploitants, sur quelles sont les dépenses les plus importantes en fonction de vos magasins ou de vos points de vente, en termes d'entretien, de maintenance, de déterminer si c'est de la vétusté, si c'est du vandalisme, si c'est un problème qui vient chez nous, de mauvais diagnostics, hein, et puis de présenter les coûts de chacun des points de vente en termes de porte automatique et de se dire, là, attention, on a connu 10 pannes alors que le ratio
annuel est plutôt de 1,5 par an, il va falloir penser au remplacement de l'équipement parce que, 1, il a plus de 10 ans, parce que 2, il vous coûte 3 000 € par an alors qu'une porte automatique neuve, c'est 4 000 et que c'est amortissable. Donc, ce bilan de patrimoine, c'est on va dire, c'est un rendez-vous annuel qui est pris avec, en règle générale, les commerciaux grands comptes pour présenter, passer 2 heures ensemble et balayer ce diagnostic. Ce qui est intéressant aussi, c'est donc de traiter forcément les sites qui posent le plus de problèmes, donc qui ont le plus de pannes ou qui génèrent le plus de dépenses en termes d'OPEX. Et puis, c'est surtout un fil rouge. Tous les ans, on se voit. Tous les ans, on peut mesurer l'action des uns et des autres. Et ça permet de plusieurs choses. Bien évidemment, notre collègue de BNP nous avait parlé de l'audit de site. Donc, ça permet, quand on a eu des audits de site, de comparer l'évolution d'année en année. Via le bilan de patrimoine, ça nous permet d'avoir une visibilité claire sur potentiellement les plans pluriannuels d'investissement et les plans de progression, que ce soit côté fournisseur ou côté exploitant. On peut aussi tout à fait imaginer mettre en place on va dire dans le plan de progression, des partages de gains. C'est-à-dire qu'on trouve une optimisation. Donc, il y a des contrats de ce type-là qu'on discute entre autres avec vous, Monsieur Delépine, chez Madic, puisqu'on est partenaire, et qu'on déploie aussi chez Lidl, chez Thales. Donc, il y a des partages de gains potentiels. Et puis, on va dire l'outil ultime qu'on commence à déployer depuis peu, c'est les équipements connectés. Et je terminerai là-dessus pour avoir en direct live les données qui nous permettent d'intervenir, de réagir, d'anticiper plus rapidement et surtout de manière prédictive. Et ça, c'est des choses que l'on commence à mettre en place chez certains clients. Et connecté à une GMAO, à un outil de maintenance efficace, c'est extrêmement puissant puisqu'on sait que votre porte ou votre équipement est en panne avant même que l'exploitant s'en rende compte, puisque vous n'avez pas un employé devant chaque porte, et ce qui nous permet d'optimiser tout simplement pour vous la facilité d'utilisation et puis le coût, tout simplement. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci Jean-Baptiste. Du coup, je prends le micro pour ma partie. Alors, vous êtes tous en tant que responsable maintenance ou acheteur ou partenaire en relation et au sein d'un écosystème. Mon premier conseil, c'est de créer du lien. On est chez Bob & Co, à la fois prestataire de services via Bob Dépannage, mais aussi et principalement maintenant éditeur de BobDesk. Et du coup, ce qu'on voit nous en tant que faiseurs, mais aussi, donc on est chez Bob Dépannage prestataire, mais on est aussi acheteur vis-à-vis de nos intervenants, donc les entreprises techniques qui réalisent des interventions. Et ce qu'on voit, c'est que, et du coup c'est ce que je vous recommande, c'est de créer du lien. L'indicateur principal qui me permet aujourd'hui de mesurer si on crée du lien avec un prestataire, ce serait de dire, est-ce que je l'appelle quand ça va? Parce qu'en fait, je l'appelle toujours quand ça va pas, mais est-ce que je l'appelle quand ça va? Et ces appels, en fait, on les passe jamais parce qu'on se dit que c'est le boulot, mais en fait, ils sont hyper importants dans la relation et ils créent un écart, en fait, entre ce que vous… Ils créent un écart tout simplement parce que personne ne le fait. Et que si vous le faites, l'intervenant et le prestataire va se sentir valorisé. Et lors de ce call, et du coup, c'est le deuxième point ici, c'est une occasion de partager les bonnes pratiques. Souvent, dans la relation client-prestataire, on va souvent voir le prestataire qui remonte des axes d'amélioration, qui remonte que le travail n'a pas été bien fait, que le précédent qui est passé n'était pas terrible. Voilà. Enfin, que celui qui a réalisé l'intervention avant, c'est pas nécessairement parfait. Il y a souvent ce retour qui est fait. Et moi, le conseil que j'ai à donner, c'est vous, en tant qu'acheteur, vous avez en fait la possibilité de voir ce que le prestataire ne peut pas voir, c'est-à-dire ce que font d'autres acteurs. Et je vous invite à partager les bons réflexes, les choses que vous avez appréciées auprès des prestataires. Exemple, vous trouvez que le devis n'est pas assez précis, n'hésitez pas à partager
Alors ça, vous ne pouvez pas trop le faire, mais en tout cas, à donner des indications à votre prestataire en lui disant, bah, ton devis, il est perfectible, voici ce que j'ai apprécié chez d'autres personnes. Alors, on ne va pas parler de prix, hein, on va parler simplement d'une manière de présenter. Expliquer que bah, généralement, les prestataires avec lesquels vous travaillez, ils vous offrent tel niveau de réactivité. C'est une approche qui est plus constructive que de dire que bah, le prestataire n'est pas rapide. Et ça lui permet de se challenger vis-à-vis du marché et pas… oui, ça lui permet de se positionner vis-à-vis du marché et pas uniquement dans la posture, enfin, pas uniquement dans la relation vis-à-vis de vous, au sens où il n'a pas été au niveau. Voilà, ça lui permet d'avoir une remise en question sans doute plus facile et il va sans doute plus accepter de se challenger. Hamza, je me permets juste d'intervenir une minute peut-être, juste, je suis désolé de te couper, mais c'est très à propos ce que tu dis, c'est que en fait la relation, on sait tous que la maintenance, c'est la gestion des problèmes du quotidien, et je dis souvent que quand on a une relation partenaire-prestataire qui permet de transformer des pépins en pépites, c'est là où en fait on n'est plus dans la gestion du petit problème. C'est quand on arrive à se projeter et à transformer les problèmes, parce qu'il y en a toujours, mais à transformer les problèmes qui apparaissent en réglant les sources causes et en essayant, en équipe, à nouveau, d'apporter une solution cohérente et long terme. Voilà. Je rebondis sur ton rebond. Alors, je ne sais pas si vous le faites, mais typiquement, bah, écoute, tu as été particulièrement bon sur cet inter. Il fait vraiment plaisir aux prestataires. Voilà, c'est vraiment, dites-vous, dans l'année ou dans le semestre ou dans le mois, est-ce que vous signalez une fois quand l'inter, elle a été particulièrement bonne. Voilà, moi, c'est vraiment l'indicateur de est-ce que j'ai signalé quand c'était bien fait et quand tout allait bien, est-ce que j'ai pris le temps d'échanger. Ça, c'est mon point. Enfin, pour rester sur le win-win, donc apporter un retour constructif, je vous en ai dit un mot, je vais simplement compléter. Vous avez tous des particularités et n'hésitez pas à expliciter quels sont les impacts chez vous lorsque les obligations ne sont pas respectées. Je vais prendre le client de… je vais prendre un exemple. Vincent, lorsque tu communiques avec tes prestataires… Oui, je t'ai vu t'endormir, du coup, je te rappelle. Si. Donc, n'hésitez pas à dire, je prends un exemple, écoutez, moi, je gère de la production, tu n'es pas le seul autour de la table à gérer de la production. Le coût d'une défaillance, il est pour moi de tant d'euros par heure où on réalise 80% de notre chiffre d'affaires sur tel créneau horaire. Alors, Hamza, sache que, alors, nous, déjà, dans nos valeurs, on a simplicité, générosité, convivialité. Donc, on va dire les choses très facilement. On en parlait justement tous ensemble autour de la table. Nous, on est très facilement à dire à nos fournisseurs, OK, top, génial, ça a été réactif, bon, au bon prix, c'est encore mieux, mais d'abord, on cherche un service. Donc ça, c'est la première chose. Mais après, oui, on est tous perfectibles, mais il faut juste réussir à communiquer. Et tant qu'on a la communication avec nos interlocuteurs, tout fonctionne. Donc nous, c'est le lien qu'il faut qu'on garde. Du coup, on dit la même chose. Voilà, ça me va. Et donc, je prenais ton exemple en disant, parfois le prestataire ne se rend pas compte, ou il a l'impression qu'il sait, mais en fait, il ne sait pas. Je ne sais pas, typiquement sur des portes automatiques dans des hôpitaux, s'il s'agit d'une porte automatique sur une salle d'opération, voilà, il faut expliquer qu'en fait, toutes les portes automatiques ne se valent pas et bien prendre le temps d'expliquer comment fonctionne son activité pour que le prestataire derrière puisse s'adapter. Et c'est là où c'est compliqué parce que tout à l'heure, tu disais ne pas hésiter de se faire des devis, contre-devis pour faire du comparatif. On est d'accord. Sauf que quand on a des fournisseurs fiables, habituels, on n'a pas cet aspect de moi, mon fournisseur de cuisine, c'est que l'utilisation de mon four à flamme, on en a déjà parlé ensemble, est pour moi la plus importante dans la cuisine. Aujourd'hui, il me manque une friteuse, j'en ai une deuxième.
un four à flamme, s'il n'est pas là, je ne peux pratiquement pas ouvrir mon restaurant. Donc moi, pour moi, c'est une de mes plus grosses priorités. Et je n'ai pas de chauffage dans mon restaurant. Alors, c'est très, très contraignant pour mes clients, mais je peux encore servir mes clients. Et je n'ai pas de four, je ne peux pas servir mes clients. Donc moi, ma priorité est là, par exemple. Et c'est ça qu'il faut réussir à avoir avec nos fournisseurs, c'est de se dire, à un moment, décale peut-être une intervention pour un autre client, c'est pas que je veux passer devant, mais décale une autre intervention pour un autre client pour un problème de chauffage, parce que la mienne est prioritaire. Et à l'inverse, il faut aussi réussir à entendre nos fournisseurs qui nous disent, ben, j'ai dû partir à l'hôpital pour remplacer la porte, parce que sans la porte, ils ne peuvent pas faire une opération. Et ça, il faut réussir à communiquer. La communication est l'affaire de tous. Je ne l'ai pas mis, tu as raison. C'est communiquer. Du coup, créer du lien et communiquer. On enrichira avec tes propos. Merci pour ton complément. Je vais accélérer, on est particulièrement en retard. Alors, se donner les moyens d'être agile. Globalement, je ne vais pas présenter les points un à un, je vais essayer de les regrouper. Globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs organisations. Vous avez, comme Karim, par exemple, sur des régions, ils centralisent le multitechnique, enfin, ils adressent le multitechnique à un prestataire et ils seront plutôt sur une formule à 100%. Vous allez avoir des sociétés qui vont s'organiser en 90-10 et d'autres en 50-50 ou en 1-1-1-1-1 avec toute une série de prestataires au niveau national. Alors, le 100%, bah, vous êtes coincé, mais si tout va bien, tant mieux, mais si ça ne va pas, vous êtes coincé. Pour le reste, en fait, toutes les options se valent, 90-10 ou 50-50. Globalement, mon conseil, c'est de jamais être dans une relation à 100%, mais de toujours essayer de ventiler pour avoir une option B. Pourquoi? Parce que le prestataire, il peut lui arriver il peut avoir un contretemps qui est tout à fait justifiable et qui est tout à fait normal, on va dire. Enfin, globalement, s'il a signé un contrat pour vous garantir un niveau de service, il se doit de le respecter. Néanmoins, on sait que c'est parfois difficile et du coup, ne pas avoir de plan B, en fait, ça rend le coût de l'erreur beaucoup plus élevé. Quand j'étais jeune et que je sortais sans argent, mon père me disait, il faut toujours que tu aies de l'argent sur toi. Pourquoi? Parce que déjà, si t'arrive une galère, tu seras en situation inconfortable, mais en plus, si tu n'as rien dans les poches, en fait, tu te donnes aucune chance de t'en sortir. Et c'est pour ça que je dirais qu'il faut toujours essayer d'avoir une option B. Ça vous rendra moins stressé si jamais il y a un problème, et ça permettra aussi pour le prestataire d'être davantage challengé. Voilà, ça c'est mon conseil. Essayez un peu d'arbitrer entre vos partenaires. Alors, j'ai pas pu m'empêcher. Je vais essayer de vendre un peu de GMAO, mais j'ai cherché et ça me semblait vraiment être un des points les plus importants. Ceux d'entre vous avec lesquels on travaille vont sans doute bien comprendre cette courbe ou ces courbes. Et ce qu'on essaie de faire ici, ou en tout cas ce que j'ai essayé de présenter, c'est un peu le avant-après. Donc, le avant, c'est la courbe blanche. Et la courbe blanche, en fait, j'ai présenté 3 ratios. Le premier ratio, c'est de refaire. Et refaire, c'est souvent recopier. Avant de mettre en place une solution, vous allez avoir tendance, où vous allez souvent recopier. Et vous allez recopier sur à peu près 100% de vos interventions. Vous recevez une demande par email, elle a été rédigée une fois par le créateur, vous la recopiez dans l'Excel, puis ensuite vous la recopiez dans le mail que vous adressez à votre prestataire, et ainsi de suite. Donc en fait, vous refaites près de 100% des actions. Sur le ratio peut faire, il correspond en fait au ratio. En fait, c'est un ratio qui vous permet de définir quelle est la proportion d'intervention où vous avez peu à faire pour que l'intervention se fasse. Globalement, vous allez avoir une grosse partie des interventions où vous êtes obligé de faire au moins quelque chose. Et en fait, le ratio rien faire, alors je dis sans solution, mais pensez pas nécessairement à nous. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est un conseil que je donne. Voilà, c'est vraiment un truc essentiel pour moi. Le ratio rien faire, c'est quelle est la proportion d'intervention que je peux gérer sans rien faire. Et en mettant en place une solution adéquate, vous allez pouvoir passer de 0
à 100%, ou peut-être pas à 100%, mais en tout cas, votre objectif, c'est de viser 90% d'intervention en automatique ou simplement avec quelques clics. Mais vraiment, ça se mesure en 1 ou 2 clics. Voilà. Et l'objectif, c'est d'en faire le moins possible pour vous libérer du temps sur des actions à plus forte valeur ajoutée. Enfin, et ça, c'était censé être la partie de Sandrine Nicolas, mais ça va vous parler. Le changement d'ampoule, globalement, ce que vous allez pouvoir faire, c'est regrouper vos interventions pour minimiser vos déplacements, pour augmenter le panier moyen du prestataire, pour l'incentiver davantage. Donc, je l'ai appelé changement d'ampoule, finalement, c'est de l'optimisation d'intervention. Vous allez aussi avoir la possibilité de fusionner des interventions en curatif avec les interventions en préventif qui ont lieu dans la semaine ou dans le mois qui vient si ce n'est pas urgent. Il y a un autre aspect qui est important, et du coup, je ne l'ai pas mis, mais je vous le dis, c'est de définir des seuils d'intervention en dessous duquel vos prestataires peuvent intervenir sans devis. Pour la plupart, je pense que vous le faites déjà, mais lorsque vous ne le faites pas, sachez que pour un prestataire, en fait, il va arbitrer son temps en fonction de clients. S'il est bon, il va avoir tendance à avoir beaucoup de clients. Et aujourd'hui, il y a une pénurie de ressources techniques. Ce qui fait que les entreprises techniques qui fonctionnent, eh bien, elles vont avoir tendance à arbitrer les clients. Et pour être un bon client, mais pas nécessairement un client qui paye cher ou qui paye beaucoup inutilement, mais un client pour lequel le ratio temps passé, temps facturé, satisfaction apportée est bon des deux côtés, il est très important de définir un seuil pour que le prestataire n'ait pas à se déplacer pour vous faire un devis, parce que dans la plupart des cas, ou allez, on va dire en fonction des métiers, mais disons que dans 50% des cas, ils peuvent généralement intervenir directement. Et leur demander de repasser chez eux pour faire un devis, pour ensuite repasser, en fait, ça les crame. Voilà. Sur les garanties, c'est une fonctionnalité qu'on a mis en place grâce à Marie Blacher, je vous remercie au passage, big up, qui est très utilisée et qui permet dans la solution de suivre le fait qu'en fait le matériel soit sous garantie. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre vous l'utilisent et génèrent des économies. Voilà. Donc là-dessus, c'est quelque chose que je vous recommande. De même que mettre en place des automatisations qui vous permettent de minimiser les actions que vous avez à réaliser. Donc, vous recevez une demande inter, vous pouvez en 2 clics la transférer directement à votre prestataire. Pour récapituler les points évoqués, là, je vais vous donner la possibilité à tous de participer. Globalement, il y a plusieurs dynamiques, plusieurs thèmes qui sortent de ce webinaire. C'est les contrats, la relation avec les prestataires et la communication. Voilà, donc sur la donnée, on est accessoirement aussi sur le logiciel, ou sur en tout cas que vous disposiez d'une capacité à collecter la donnée et à l'analyser. Cette présentation vous sera envoyée, donc si vous souhaitez reparcourir les slides, vous aurez la possibilité de le faire. On va se laisser les dernières minutes pour répondre à vos questions si vous en avez, n'hésitez pas. Ou si vous souhaitez faire part de commentaires. S'il n'y a pas de questions. J'ai juste, Hamza, j'ai juste un petit truc. Est-ce que tu peux revenir sur la slide où tu disais, alors reviens en arrière encore. Ouais, celui-là. Souvent, dans les cahiers des charges que l'on voit de nos clients qu'ils construisent, ils interdisent leurs prestataires en fait à utiliser une intervention curative pour faire une visite de maintenance. Alors, on nous le demande comme ça et je trouve ça un peu dommage justement par rapport à ce que tu disais Hamza, c'est que d'interdire
de faire du préventif lors d'une intervention curative si on est dans les délais légaux de faire le préventif, c'est se gâcher une opportunité d'optimiser justement son contrat ou son intervention curative. Par contre, que l'on demande dans un cahier des charges que lorsque nous faisons une intervention préventive en même temps qu'une intervention curative, il faut que l'optimisation vous soit bénéficiaire à l'entreprise qui paye ce contrat. Donc, je pense que ça peut être tourné d'une manière différente dans les cahiers des charges pour extraire un peu la substance moelle de cette optimisation qui vous est de toute façon due. Donc, voilà, juste pensez plutôt qu'on puisse se donner l'opportunité d'optimiser tout simplement en ayant soit un partage de ces optimisations, soit un reversement total à l'entreprise qui paye le contrat. Voilà. Et effectivement, tu fais bien de préciser sur les portes automatiques. Ouais, alors il existe d'autres domaines où c'est moins générateur de questions. C'est partout, hein, dans le froid alimentaire, dans les ascenseurs, souvent, depuis 15 ans, je vois souvent beaucoup plus de cahiers des charges qui disent on ne veut pas que vous fassiez le préventif en même temps qu'une intervention curative. Et c'est en fait, il faut le tourner, à mon avis, différemment pour que justement ce soit optimisé de la meilleure manière, soit améliorer le taux de réalisation des visites d'entretien préventives, hein, soit tout simplement optimiser le coût du contrat en permettant aux partenaires de faire cela, parce qu'il n'y a pas de contre-indication technique, d'accord, mais par contre, ça ne doit pas partir dans tous les sens. Voilà. Alors, mon point, c'était de reporter de dealer, de retarder le curatif pour faire le curatif en même temps que la visite préventive pour économiser un déplacement. Et pour le coup, moi, mon discours, c'était plutôt de dire, quand on intervient dans un dépannage sur une porte, un ascenseur, un meuble froid, une centrale froid, et qu'on est à 2 jours de la visite d'entretien légal, je pense qu'il peut être pertinent à ce moment-là, après la réparation, de faire la visite globale préventive et qu'on économise soit le déplacement du curatif, soit un montant non négligeable sur la partie du contrat. Mais il faut que ce soit cadré. Mais de dire dans un cahier des charges que c'est interdit ou forbidden de mêler un curatif et un préventif, je trouve que potentiellement c'est un peu dommage, c'est se couper des optimisations et une pertinence économique. Voilà. On dit la même chose. Du coup, je comprends que tout est clair, qu'il n'y a pas de questions. Je vous disais, n'hésitez pas à partager les emails. On n'a pas les emails de tout le monde. Donc, si vous souhaitez qu'on vous adresse la présentation en PDF par la suite, vous pouvez laisser votre adresse email. Bérangère vous l'adressera. Le webinaire est terminé. Merci à vous tous pour votre présentation. Merci à Bérangère pour ton travail. Merci pour tout. Et je vous dis à tous à très bientôt. On vous adressera une prochaine invitation pour la 2e session qui aura lieu d'ici un mois. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci.